Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. En préalable à nos travaux, nous avons quelques points d'organisation à régler. Nous devons tout d'abord désigner un rapporteur sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le montage juridique et financier du projet d'autoroute A69. J'ai reçu la candidature de Madame Christine Arrigui. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, M. Guy Bricou et M. David Valence sont proposés pour être co-rapporteurs de la mission Flash sur les essais de matériel ferroviaire. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition. Enfin, je vous annonce que les membres, s'il vous plaît, chers collègues, je vous annonce les membres de la mission d'information sur le rôle du pastoralisme dans l'aménagement du territoire. Nous avons donc Monsieur Damien Abad, Monsieur Antoine Armand, Monsieur Christophe Barthez, Madame Nathalie Bassir, Monsieur Jean-Yves Bonny, Madame Danielle Brulebois, Monsieur André Chassaigne, Madame Sylvie Ferrer, Madame Sandrine Lefeur, Monsieur Jean-François Lovisolo, Madame Alexandra Masson, Madame Manon Meunier, Monsieur Pierre Meurin, Monsieur Hubert Hoth, Madame Marie Pochon, Madame Huguette Tiegna et enfin Madame Anne-Cécile Violent. Oui. Oui, Monsieur le Président, nous nous étions inscrits pour le groupe socialiste, ça sera moi, Iñaki Chanis. Eh bien, écoutez, nous aurons l'honneur, avec grand plaisir, de vous rajouter à cette mission. Merci, Monsieur le Président. L'information n'a pas forcément bien été transmise, mais aucune difficulté, vous serez rajouté. Et d'ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Merci, Monsieur le Président. Parfait. Nous en venons, chers collègues, à l'examen de la proposition de loi visant à interdire l'importation et l'exportation des trophées de chasse d'espèces protégées. Je rappelle que cette proposition de loi déposée par Madame Sandra Regol et plusieurs collègues résulte d'une initiative transpartisane inscrite à l'ordre du jour de la séance du jeudi 1er février. Sans plus attendre, alors attendez, oui, je vous en prie, Madame Couturier. Merci, Monsieur le Président, mais il me semblait que ce matin, nous devions aussi désigner par rapport à la mission d'information sur la NCT. Oui, alors effectivement, mais puisque vous me posez la question, nous devions effectivement désigner des co-rapporteurs. Oui. Et il s'avère que dans un esprit très constructif, en tant que président de commission, je demande à ce que les oppositions se mettent d'accord pour désigner la personne qui pourra co-rapporter le sujet. Et donc à ce stade, vous ne vous êtes pas mis d'accord. Donc ce que je vous propose, c'est que on ne partage peut-être pas publiquement le travail fait entre les oppositions et qu'on se voit dans un second temps pour que nous puissions trouver la bonne personne qui co-rapporte dans l'opposition. Et le cas échéant, nous pourrons faire l'annonce cet après-midi. Madame Couturier. Merci, Monsieur le Président. À ma connaissance, il y avait 3 candidatures pour cette mission de l'opposition, dont Monsieur Petit pour le groupe socialiste, quelqu'un pour le groupe RN et pour ma part pour le groupe LFI NUPES. Nous nous sommes vus avec NUPES et il a été décidé que M. Petit retirait sa candidature, qu'il n'y avait que ma candidature au niveau NUPES. Et donc, vous comprendrez bien évidemment que nous n'irons pas discuter avec le Rassemblement national pour négocier la question. Je suppose que vous non plus, vous n'avez certainement pas envie. Madame Couturier, donc, ce que je vous propose, dans ce cas-là, Monsieur le Président, je vous demande éventuellement que la commission vote. Écoutez, Madame Couturier, je pense que ce matin, ce qui compte, c'est que nous puissions avancer sur une proposition de loi transpartisane et que nous puissions aborder dans un autre cadre peut-être ce sujet d'organisation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue du débat
sur la PPL trophée de chasse, nous puissions nous voir tous ensemble pour trouver une solution. Mais il me semble, chers collègues, que ce n'est pas le lieu de pouvoir partager ce genre de considération. Je vous propose donc, sans plus attendre, de céder la parole à notre rapporteure, Madame Sandra Regol, puis nous passerons à la discussion générale. Merci Monsieur le Président, merci à vous de m'accueillir dans cette commission à cette occasion. Vous le savez, vous avez dû le voir, je pense, cette proposition de loi est un simple projet de mise en coordination du droit entre ce que nous avons déjà fait en juillet dernier sur le Code des douanes et les engagements de la France en matière de biodiversité et de protection des espèces. Le fait que cette proposition de loi soit si technique a permis un travail transpartisan et surtout le vote à l'unanimité, moins une voix en hémicycle sur l'amélioration du Code des douanes, sur la protection des espèces protégées, a permis des discussions assez larges. Donc je remercie l'ensemble des groupes qui ne sont pas du côté de la NUPES d'avoir bien voulu discuter avec nous. Je remercie mes camarades écologistes et de la NUPES d'avoir permis que ce travail puisse avancer dans le bon sens. Et un merci particulier à Pierre Cazeneuve, avec qui nous avons passé beaucoup de temps pour essayer d'atterrir sur une proposition qui rassure tout le monde et qui permette d'avancer. Donc, pour rappel, ce n'est pas une loi sur la chasse, malgré le titre. Ce n'est pas une loi pour légiférer sur la chasse, ce n'est pas une loi pour pouvoir décider de comment on chasse, ni ici, ni dans d'autres pays. On n'en aurait d'ailleurs pas le droit pour ce qui concerne les autres pays, et ce n'est pas l'enjeu de ce texte qui traite uniquement de l'importation et de l'exportation de certaines matières, de certains objets à très haute valeur ajoutée, à savoir des espèces menacées, leurs dépouilles entières ou par morceaux. Alors bien sûr, il existe un cadre de droit européen et un cadre de droit français qui est plutôt mieux-disant, et pourtant, malgré ce, des failles juridiques béantes font que ce commerce continue à prospérer. Cette réalité, elle est très facile à vérifier, ce sont les chiffres de la CITES, l'organisme qui coordonne l'import-export de ces espèces menacées. Par exemple, la France est championne de l'import de guépards ou de lynx d'Eurasie, entre autres. Ce que propose cette proposition de loi, c'est de corriger ces failles béantes du droit après cette première étape dans laquelle le ministre Robonne de l'époque, Gabriel Attal, avait soutenu cette proposition en rappelant qu'il était impératif de corriger aussi le Code de l'environnement afin de pouvoir avancer ensemble. À cette époque-là, mes chers collègues, nous étions tous d'accord puisque nous l'avions voté à l'unanimité ou quasi, puisqu'il nous manquait une voix. Il y a un enjeu là-dedans, c'est d'arriver à définir ce que sont les espèces menacées. Menacées aujourd'hui sont celles qui sont dans un état critique d'extinction, dont il reste à peine quelques exemplaires, mais il y a aussi celles qui sont en fragilité et qui demain seront dans la même situation. En fait, cette définition existe déjà, elle est faite, vous la trouvez dans les annexes de la CITES, les annexes 1 pour les plus critiques, 2 et 3 pour celles qui sont en voie de l'être totalement, ce qu'on a traduit au niveau européen par les annexes A et B, raison pour laquelle parfois certains collègues ont du mal à s'y retrouver entre les 1 et les A, les 2 et 3 et les B. Nous avons fait le choix de ne pas nous appuyer sur des listes d'espèces, celles qui touchent au cœur, celles qui font que parfois on met plus de morale que de science dans les choix qu'on fait pour protéger certaines espèces, parce qu'elles sont plus mignonnes ou parce qu'on en parle plus. On a fait le choix de s'appuyer sur des données scientifiques. On a fait le choix aussi de faire en sorte que les législateurs futurs ne restent pas coincés par une liste qui empêcherait, une fois l'espèce revivifiée, une fois l'espèce de nouveau en pleine santé et présente là où elle vit, de ne pas pouvoir agir dessus, de ne pas pouvoir avoir quelque chose d'appuyé sur les faits et sur la science. Parce que ce sont des décisions appuyées pour la science et parce que beaucoup d'entre vous m'ont parlé des études de l'UICN, vous savez, les scientifiques qui travaillent sur la mise en danger de certaines espèces, nous avons auditionné l'UICN dans le cadre de la préparation de cette proposition de loi
et l'UICN nous a apporté son soutien sur la version initiale du texte. Un soutien donc au fait de faire en sorte que la France ne soit plus responsable de l'importation et de l'exportation d'espèces en danger ou en danger critique d'extinction. C'est important que la France ne puisse plus être désignée comme responsable parce qu'on a une haute vision de notre pays et de ce que son image véhicule à travers le monde. C'est important aussi parce que l'an dernier, un Français a tué un adax. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un adax, c'est une sorte d'antilope. Et si vous ne savez pas ce que c'est assez normal, parce qu'il en reste à peine quelques dizaines de spécimens en vie dans le monde, l'essentiel l'étant dans des zoos ou dans des réserves de protection. Très peu le sont à l'état sauvage. Pourtant, l'an dernier, la CITES a émis un permis pour importer cette espèce, dont il reste, pour importer une espèce d'adax, dont il ne reste donc que quelques autres congénères au monde. C'est de ça dont la France est responsable en n'agissant pas, et je vous propose que nous agissions contre ça. Nous n'agirons pas contre la chasse dans les pays concernés, nous n'agirons pas, encore une fois, contre la chasse tout court. D'ailleurs, quand nous sommes en France, nous n'avons pas les mêmes raisonnements. Nous considérons que quand une espèce est en danger, il ne s'agit pas de les chasser, il ne s'agit pas d'établir des quotas pour aller tuer certaines personnes de ces espèces. Pourquoi est-ce qu'il en serait ailleurs dès lors que ce n'est pas sur le territoire français, dès lors qu'on n'est pas sur le territoire européen ? Alors certains m'ont répondu qu'il s'agit de maintenir les revenus de pays de pays dans lesquels les revenus sont très faibles et qu'on appelle en voie de développement. Pour autant, les études menées sur le nombre de personnes qui travaillent dans l'industrie des trophées de chasse et sur leurs revenus disent tout l'inverse. À l'échelle du continent africain, nous avons des études qui démontrent que 15 à 18 000 personnes seulement, sur un continent qui compte des milliards de personnes, travailleraient dans cette industrie, travaillent au présent dans cette industrie. Que leurs revenus, par ailleurs, seraient inférieurs aux revenus moyens du pays dans lequel ils vivent. Ce n'est donc ni une activité qui permet de faire vivre les pays en question, ni une activité qui donne un minimum vital aux personnes qui travaillent dedans. On m'a rétorqué aussi que cette façon de faire donne une valeur aux espèces que l'on classe menacées, mais auxquelles on donne un permis de chasse. Que cette valeur la protégerait des prédations locales. Sauf que la seule valeur que ça confère, c'est celle de la spéculation. Plus une espèce est en voie de disparition, plus son prix pour une chasse au trophée est élevé. Est-ce que vous voyez à quel point le système est vicié ? Plus l'espèce est en danger, plus ça vaut cher. Cher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des espèces moyennement en danger, on est sur plusieurs milliers d'euros. Mais si vous voulez chasser un rhinocéros blanc, qui est à l'annexe B, eh bien, à ce moment-là, il vous en coûtera 300 000 euros minimum par personne qui souhaite chasser cet animal. Ça s'est passé dans les années précédentes. On parle là d'une spéculation folle sur la disparition totale de certaines espèces. On ne peut et on ne doit surtout agir sur la législation des pays concernés. C'est leur choix, c'est leur décision. Nous n'avons rien à faire avec ça et nous ne souhaitons pas le faire. Mais on peut agir sur ce que font les Français ici et ailleurs. Donc on définit dans ce texte la chasse au trophée dans le droit pour que ça s'inscrive de façon pérenne et que l'on puisse légiférer sur les gens qui, malgré tout, continuent à y avoir recours. On vous propose de mettre aussi un cadre qui est issu des négociations que j'ai pu avoir avec les uns et les autres à cette définition. On rappelle aussi que la publicité est un moyen de valoriser ces pratiques. Je parle aussi bien de la publicité pour les prospectus. Vous pouvez avoir, même sur des réseaux sociaux, des petites sollicitations pour aller chasser un rhinocéros, un hippopotame nain, je ne sais quoi d'autre encore. Et vous avez aussi tous ces influenceurs, influenceuses qui aiment taposer avec ces espèces en voie de disparition qu'ils viennent ou elles viennent juste de chasser. Peut-être qu'il est bien aussi de faire de la prévention et donc d'avancer là-dessus. En conclusion, cette loi, parce que je vois que j'ai été très longue, cette loi ne va rien changer pour la majorité des Françaises et des Français. Elle va changer peut-être un petit peu la façon de vivre ses loisirs pour une centaine d'entre eux, ceux qui ont les moyens de payer 300 000 euros par personne pour tuer un rhinocéros blanc en voie de disparition inscrit à l'annexe B.
mais elle va changer beaucoup pour les espèces qui sont en train de disparaître. C'est pour ça, mes chers collègues, que je vous invite à voter en faveur des amendements de compromis et de réécriture que je vous propose, qui incluent cette annexe B, qui exclut, parce que nous avons souhaité faire beaucoup de compromis pour y arriver, parce que le jeu parlementaire, c'est de faire des compromis pour tomber d'accord. Nous avons laissé tomber l'annexe C, qui est pourtant très importante. Nous nous sommes concentrés sur les espèces les plus en danger, ce qui est le minimum, le strict minimum, à savoir les annexes A et B. Et nous vous proposons, en plus et en séparé, de discuter de la question de la publicité. Merci Madame la rapporteure. Nous en venons aux orateurs des groupes. Et pour le groupe Renaissance, la parole est à Pierre Cazeneuve. 2 minutes. Ça n'a pas changé en 2024. Je vais tenter quand même ma chance, parce que c'est très court, 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Cette PPL, c'est une ode à la complexité du monde et parfois de la politique. Derrière un sujet qui peut sembler parfaitement consensuel, je pense que personne dans cette salle n'est favorable aux personnes qui vont tuer des tigres, des guépards, des rhinocéros. Se cache une controverse scientifique, une controverse éthique complexe sur la réalité de l'impact de cette chasse au trophée sur la conservation des espèces. Effectivement, cette chasse au trophée, en donnant une valeur très forte à ces animaux, on a pu le voir en Namibie, on a pu le voir au Botswana, a paradoxalement, et c'est vrai que c'est très paradoxal et parfois très choquant, a contribué à préserver ces espèces, à renouer une relation entre les personnes qui habitent, qui sont en cohabitation avec ce monde naturel et ces espèces, ces magnifiques espèces, ces grands mammifères qui nous parlent à tous. Nous avons évidemment attaqué et abordé ces discussions avec un esprit d'ouverture, et je tiens à remercier vraiment très sincèrement Madame la rapporteure pour effectivement les très longs échanges que nous avons pu avoir. Je pense que nous avons trouvé un certain nombre de compromis qui permettent de réellement cibler le problème, c'est-à-dire l'attribution de ces permis de chasse, de ces permis d'importation liés à des trophées de chasse, vraiment à cibler très spécifiquement ce sujet-là, avec encore quelques débats, mais on y reviendra en un peu plus longuement que 2 minutes sur le nombre d'espèces que cela doit concerner. Mais voilà, encore une fois, nous arrivons dans ce texte avec un esprit d'ouverture et de compromis, avec un texte compliqué, qui a des effets de bord majeurs. Et donc, merci à nouveau à Madame la rapporteure pour la qualité des échanges et au débat. Vous voyez, monsieur l'orateur, en 2 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Bléry. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Je vous dois un aveu, en tant qu'amoureux de la nature et soucieux de la biodiversité, au départ, quand j'ai lu cette PPL, en tout cas le titre, j'étais plutôt convaincu, et pour moi c'était une évidence que l'on peut ni importer ni exporter des espèces protégées. En lisant l'exposé des motifs, en étudiant cette PPL et en travaillant sérieusement le sujet, on s'aperçoit que les finalités visées sont déjà satisfaites. Pour le reste, Madame la rapporteure, j'ai quelques questions. Comment ferions-nous à l'avenir pour apporter le fond d'une exposition composée de spécimens d'une espèce? À partir du moment où l'animal est mort de façon naturelle, quel est le souci de l'importer? On sait tous que lorsqu'un animal est mort, il ne participe plus à la pérennité de son espèce. Une autre question, connaissez-vous l'Afrique? Avez-vous conscience que les chasses aux trophées dans de nombreux pays d'Afrique, comme le Cameroun, constituent une source de revenus dans les lieux les plus reculés qui souffrent d'un manque d'infrastructures? Avez-vous connaissance de cette lettre signée par le ministre de l'Environnement de la Namibie et 90 scientifiques qui alertent la France sur les dangers d'adoption de cette PPL? Avez-vous interrogé les taxidermistes sur le sujet? Connaissez-vous d'ailleurs leur métier, leur passion et le respect qu'ils ont pour les animaux? Point très important qui n'est pas des moindres, le vote de cette PPL peut être considéré comme une forme d'ingérence. Je dis bien une forme d'ingérence, il y en a plusieurs, ça peut en être une ingérence donc étrangère. Elle aurait des répercussions importantes sur nos relations avec les pays d'Afrique, notamment à la fois sur le plan politique, économique et environnemental. Cette proposition de loi, c'est, je pense, l'émotionnel qui prend le pas sur la science. Elle met en danger la biodiversité, tout à fait paradoxal par rapport à l'exposé des motifs donné, mais nous y reviendrons pendant les débats. Je vous remercie.
Merci. Pour le groupe La France Insoumise, NUPES, la parole est à Gabriel Amar. Merci, Madame la rapporteure, collègues. Nous discutons ici des pires pratiques que l'être humain puisse réaliser, tuer un être vivant par pur plaisir et sans aucun motif. La biodiversité s'effondre partout dans le monde. La 6e extinction de masse n'est de la responsabilité que de l'activité humaine, comme nous le rappelle la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Pour ne citer qu'un chiffre, 68% des populations vertébrées ont disparu entre 1970 et 2016. Face à un tel constat, des voyous en col blanc ne trouvent pas d'autre loisir que de dépenser des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour assassiner des espèces aussi rares et menacées que les lions, les rhinocéros, les éléphants et tant d'autres encore. Ils contribuent ainsi activement à l'accélération de l'effondrement du vivant. Cette pratique dégradante pour la condition humaine est elle-même un vestige du colonialisme où le continent africain, principal lieu de quête aux trophées de chasse, servait et sert toujours de terrain de jeu pour des riches occidentaux violents et dominateurs. Ce serait bien l'interdiction de l'importation et l'exportation de tous les trophées de chasse qu'il faudrait mettre en œuvre, alors que la France est le 2e pays importateur de trophées de chasse au monde derrière les États-Unis. Le groupe La France Insoumise soutient par conséquent cette proposition de loi qui revêt une charge symbolique forte. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Avec la crise mondiale du vivant, il est évidemment tentant de croire que la pratique décriée des trophées de chasse est responsable à elle seule de la menace qui pèse sur certaines espèces protégées. Pourtant, comme souvent, la réalité est plus complexe. Avec la convention CITES et le règlement européen qui lui sont dédiés, l'introduction des trophées est déjà strictement encadrée par des permis d'importation et d'exportation, assurant que la chasse ne met pas en péril les effectifs menacés. De manière assez contre-intuitive d'ailleurs, l'Union internationale pour la conservation de la nature a reconnu elle-même que la chasse aux trophées, quand elle est bien gérée, contribue à la conservation des espèces et de leur habitat. En effet, en permettant de dégager des revenus, elle peut dans certains cas constituer une incitation au maintien de la faune sauvage avec parfois plus d'efficacité que les actions traditionnelles. La supprimer purement et simplement pourrait donc être une fausse bonne idée. En tant que législateurs, nous devons anticiper les effets délétères que pourrait avoir une interdiction des importations sans avoir bâti une stratégie de revenus alternatifs reposant par exemple sur des crédits biodiversité, un réel plan de développement de l'écotourisme ou une aide au développement mieux inspirée. Il est ainsi étonnant de noter que si le comité d'experts de l'UICN ou WWF ont reconnu l'intérêt de la chasse aux trophées et le droit des peuples à décider de la manière dont ils utilisent leurs ressources naturelles et protègent leur faune, les antennes françaises de ces organisations défendent un point de vue inverse. Nous appuyons sur les avis éclairés cités juste avant. Nous ne voterons pas cette interdiction générale des trophées de chasse ainsi que de leur publicité. Nous préconisons plutôt un renforcement des contrôles contre le braconnage illégal et les trafics frauduleux, comme votre excellent amendement adopté en juin dernier dans le cadre de la PJL douane l'avait permis, Madame la rapporteure. Merci. Merci, chers collègues. Si on pouvait écouter nos orateurs de groupe, c'est important pour éclairer les débats. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, je souhaiterais d'abord vous remercier d'avoir mis ce sujet à notre ordre du jour pour évoquer la protection de la biodiversité et notamment des espèces les plus en danger sur notre planète. La Convention CITES, comme les règlements européens, nous propose un cadre juridique complet qui vient assurer une première protection pour les espèces les plus menacées. Pour autant, on pourrait logiquement penser que la mesure proposée dans ce texte vient apporter une pierre supplémentaire à la protection de ces espèces. Mais face à un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, je souhaiterais vous faire part de quelques remarques. Tout d'abord, bien que cela puisse apparaître contre-intuitif, certaines associations environnementales ont fait part de leurs craintes quant à la réduction des revenus fournis par certaines de ces chasses pour les populations locales, ces revenus leur permettant d'assurer par la suite une meilleure protection de la biodiversité sur place. Ensuite, contrairement à son titre, le dispositif proposé par la PPL ne prévoit pas de se limiter précisément aux trophées de chasse, bien qu'il faille reconnaître qu'il n'existe pas de définition précise pour ce dernier. Enfin, se pose la question du périmètre de l'interdiction. Bien que je ne cautionne pas particulièrement cette pratique, toutes les espèces présentes dans le texte B, mais surtout C du règlement européen de 1996, ne paraissent pas présenter un caractère de vulnérabilité tel qu'il nécessiterait une interdiction de toute exportation de trophées.
Aussi, il apparaît tout d'abord aux yeux de mon groupe, et c'est au niveau européen qu'il s'agit d'agir, car la présente proposition de loi se trouverait dans tous les cas limitée par la liberté de circulation sur notre continent. L'adoption de ce texte permettrait cependant d'envoyer un message à l'heure où d'autres pays réfléchissent à une interdiction similaire. Il nous apparaît cependant nécessaire de bien concentrer celle-ci aux trophées de chasse et espèces les plus en danger, comme nous le proposent certains amendements. Fort de leur adoption, nous soutiendrons cette proposition de loi. Merci. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, nous discutons aujourd'hui de la proposition de loi visant à interdire l'importation et l'exportation des trophées de chasse d'espèces protégées. Il s'agit là d'arrêter d'encourager certaines pratiques de chasse néfastes pour la biodiversité, problématiques sur le plan éthique et qui ne bénéficient qu'à un nombre très restreint de personnes. En effet, l'économie générée par cette économie ne permet ni de protéger des espèces en voie de disparition, ni d'assurer des retombées économiques pour les populations locales. Plusieurs études, dont celle des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres, démontrent que les animaux victimes de la chasse aux trophées sont presque toujours les spécimens les plus aptes sur le plan de l'évolution. La mort de ces spécimens peut donc poser à terme des problèmes pour la survie d'une espèce déjà fragile. Par ailleurs, une étude de 2017 portant sur la contribution du tourisme cinégétique à 8 économies africaines a montré que le secteur de la chasse surestimait nettement sa contribution économique. La contribution économique totale du tourisme cinégétique représentait alors 0,03% du PIB, alors que dans ces 8 pays africains, les recettes du tourisme étaient estimées entre 2,8 et 5,1% du PIB. Nous sommes face donc à une économie de l'accaparement. Et non, l'argent généré par ces chasses ne ruisselle pas vers les populations locales. Enfin, le braconnage ne régresse pas malgré la pratique du tourisme cinégétique. Une étude de 2020 a par exemple conclu que le braconnage des éléphants n'avait pas diminué depuis 2011. Ainsi, alors que la France est parmi les premiers importateurs européens de trophées de chasse, il est important que nous portions un message fort à ce sujet. Il existe d'autres possibilités ciblées et efficaces pour encourager la conservation écologique dans les pays concernés, notamment en soutenant les organismes de prévention et de réintroduction des espèces. Pour toutes ces raisons, nous voterons pour la présente proposition de loi. Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Tout d'abord, je tiens, Madame la rapporteure, à vous remercier pour l'initiative de ce texte et de saisir notre commission sur le sujet des trophées de chasse d'espèces protégées. Cette pratique consiste à payer pour pouvoir abattre un animal et en ramener chez soi tout ou partie comme trophée pour orner les murs d'une maison, d'une tête de girafe ou le sol d'un appartement d'une peau de léopard. Entre 2014 et 2018, environ 15 000 trophées de chasse provenant de 73 espèces de mammifères inscrites à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ont été importés en Europe selon un rapport de Human Society International publié en 2021. L'Union européenne se place ainsi comme le deuxième plus grand importateur mondial de trophées de chasse. La France, avec 4 024 trophées de chasse importés de 2004 à 2018, se situe en 6e position derrière l'Allemagne et l'Espagne, notamment. Pour tenter d'éviter de telles pratiques de chasse d'espèces protégées, que ces pratiques prospèrent, certains pays comme le Royaume-Uni, la Belgique envisagent l'interdiction d'importation ou d'exportation de ces trophées. La présente proposition de loi s'inscrit dans cette démarche et est soutenue par le Comité français de l'Union internationale par la conservation de la nature, à l'encontre de la proposition de l'UICN international. Cette divergence de vue doit attirer notre attention et notre vigilance. En effet, un rapport publié en 2016 par l'UICN pointait que dans certains cas, la chasse aux trophées pouvait s'inscrire dans une pratique raisonnée et une gestion adaptée, conduisant par la mobilisation des bénéfices obtenus à des impacts positifs sur la conservation des espèces, la lutte contre le trafic illégal et le suivi de la gestion de la faune. Pour autant, ces cas de bonne gestion ne sont malheureusement pas implantés à large échelle et la chasse aux trophées concourt en l'état de manière significative
à la mise en danger d'espèces menacées d'extinction et donc à notre biodiversité. C'est pourquoi le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de la présente proposition de loi, avec le souhait toutefois de pouvoir effectivement cibler et préciser dans le dispositif juridique les trophées de chasse et non l'import-export de l'ensemble des espèces protégées qui pourraient avoir des impacts indifférenciés sur de nombreux secteurs qui ne sont en rien liés avec la chasse des espèces menacées. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe écologiste et NUPES, la parole est à Lisa Bellouco. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, collègues. La chasse au trophée est une chasse bien particulière. On l'a dit, elle ne consiste pas à chasser pour se nourrir, elle consiste à payer pour amener une partie de l'animal en trophée. La tête d'un lion, la défense d'un éléphant, la peau d'un léopard. Pour être parfaitement honnête, avant d'être députée, j'étais moi-même convaincue que la chasse au trophée était déjà au moins interdite pour les espèces protégées. Nous avons toutes et tous en tête l'image d'un chasseur, le pied sur la carcasse de la bête qu'il vient d'abattre. Je croyais que c'était un loisir d'une autre époque. Mais en fait non, j'ai découvert qu'il est toujours possible de chasser à l'étranger des espèces en voie de disparition pour en rapporter des trophées. J'ai découvert qu'à côté des textes pour protéger les espèces menacées, nous avions donc mis en place des passe-droits pour autoriser leur chasse. Il faut le savoir pour le croire. Aujourd'hui, on a encore le droit de prendre un avion pour aller tuer des animaux en voie de disparition pour le simple plaisir de les ramener en trophée, et on peut même faire de la publicité pour ça. Il y a des sites qui proposent en toute simplicité de tuer une girafe, classée en annexe B du règlement européen, pour 2 265 €. De tuer un crocodile, lui aussi classé en annexe B du règlement européen, pour 4 525 €. Tuer une hyène coûte aussi 2 265 €. C'est même pas si cher, à vrai dire. Nous vivons la 6e extinction massive du vivant. Les scientifiques estiment que la disparition actuelle des espèces va 1000 fois plus vite qu'elle ne le ferait sans les activités humaines. 1000 fois. À cet égard, la chasse au trophée est un loisir obsolète. Quand on veut protéger une espèce, on commence logiquement par arrêter de tuer les individus qui la composent. Le groupe écologiste votera bien évidemment pour cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Édouard Bénard. Merci, Madame la rapporteure, chers collègues. Les corrections apportées par cette PPL sont salutaires. Réservée à quelques amateurs fortunés, la chasse au trophée est une pratique de chasse récréative particulièrement controversée, et ce, à juste titre. Une pratique lucrative pour les opérateurs qui facturent, comme on vient de le dire, jusqu'à 300 000 € des safaris aux 4 coins de la planète, et d'abord en Afrique, où plus de la moitié des pays autorisent la chasse dite sportive. L'Afrique subsaharienne reste une destination de choix avec la présence des grands fauves connus sous le nom des Big Five, éléphants, rhinocéros, lions, buffles et léopards. Certains collègues viennent de mettre en avant sa contribution, y compris financière, à la conservation des espaces naturels et à l'économie locale. Ces détracteurs dont nous sommes soulignent au contraire les risques que cette chasse fait peser sur la conservation de certaines espèces et font valoir que dans 8 grands pays d'Afrique, les chasseurs de trophées contribuent tout au plus à 0,03% du PIB et à 0,76% des emplois dans le secteur du tourisme. Nous nous rangeons donc à ces arguments avec d'autant plus de facilité que la chasse aux trophées nous semble bien souvent empreinte d'une forme de nostalgie coloniale, indifférente aux évolutions du monde et à la disparition à vitesse accélérée de la biodiversité. Quelques interrogations subsistent toutefois, Madame la rapporteure, sur lesquelles nous aimerions vos éclairages, notamment, pouvez-vous nous confirmer, comme nous le pensons, que votre texte sur l'importation et l'exportation des trophées sera sans incidence sur la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux non commerciaux de spécimens d'espèces protégées? Autrement, il s'agit là d'une pratique marginale, de grands bourgeois cyniques, et vous savez que les élus de ma sensibilité ne sont jamais avares lorsqu'il s'agit de gêner les pratiques de classe de grands bourgeois cyniques. C'est pourquoi nous soutiendrons évidemment cette PPL. Merci pour votre intervention. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Jean-Louis Bricou. Et puisque j'ai entendu parler d'Hubert, on pense bien fort à lui. Et je suis sûr qu'il est très fier de l'intervention de celui qui lui a succédé. La parole est à Jean-Louis Bricou. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Effectivement, certaines décorations ne devraient pas en être. Non, une tête de lion n'a pas sa place dans un salon. Non, une peau de léopard n'est pas un tapis. Non, une corne de rhinocéros n'a pas vocation à servir de cendrier. Dire cela, ce n'est pas condamner l'ensemble des chasseurs. Dire cela, c'est avoir conscience que certaines espèces sont menacées dans leur survie et qu'à ce titre, il faut les protéger.
C'est particulièrement le cas pour celles menacées d'extinction. Quand il ne subsiste que quelques milliers, voire quelques centaines d'individus en vie, comment justifier la chasse de l'un d'entre eux? D'autres espèces, en revanche, sont protégées sans être en voie d'extinction. Paradoxalement, celles-ci pourraient gagner à être chassées. Je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Cette position est notamment partagée par certaines ONG, au premier desquelles WWF. Autoriser la chasse au trophée peut, dans certains cas, permettre une meilleure conservation de la biodiversité. Et lorsque cette pratique est correctement gérée et que les quotas sont respectés, elle peut être d'abord respectueuse de l'environnement. Les revenus générés permettent aussi de réduire les conflits entre les hommes et les animaux, de soutenir des communautés rurales, mais aussi et surtout d'investir dans la protection de la faune. Bref, tout est question d'équilibre. Pour nous, la ligne de crête se trouve dans l'interdiction de l'importation des trophées de chasse d'espèces protégées lorsque celles-ci relèvent des annexes A et B de la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'extinction. Nous estimons que les dérogations sont possibles, en revanche pour celles inscrites à l'annexe C qui ne sont pas en danger immédiat d'extinction. Cela nous semble un moindre mal. Rappelons que dans certains cas, comme en Namibie, la chasse aux trophées strictement régulée a permis de rétablir des populations d'animaux sauvages. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vous propose de continuer avec une question, puisqu'il me semble que Guy Bricout s'était inscrit pour une question. Monsieur Bricout, vous voulez poser votre question? Je ne vous oblige pas. Hein. Alors, ma première réaction a été de soutenir cette loi. Cependant, après avoir lu beaucoup d'avis sur ce sujet, j'ai modifié ma position. Les pays d'Afrique ou les USA n'ont pas permis le retour des trophées, ont été délaissés par les chasseurs américains avec beaucoup de conséquences économiques. La Grande-Bretagne envisage de revenir sur sa position et les Belges n'ont pas encore pris de mesures générales. Alors, ce type de chasse est réglementé, les animaux qui sont tirés sont sélectionnés. Ils rapportent, comme il vient d'être dit, des devises qui permettent de payer les gardes et d'entretenir les réserves. Alors, je n'ai pas le temps de parler de braconnage. Si les pays d'Afrique autorisent le tir, faut-il laisser les trophées sans destination? Et les soutiens de ce type de chasse s'appuient également sur un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, d'avril 2016, qui indiquait qu'avec une gouvernance et une gestion efficace, la chasse aux trophées peut avoir et a effectivement des impacts positifs. Alors la question, c'est pouvez-vous nous indiquer si le UICN que vous avez auditionné, il me semble, a toujours la même position? Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, je vous laisse le soin de répondre aux orateurs et à notre inscrit pour sa question. Merci beaucoup. Je vais essayer de synthétiser parce que, comme je vous le disais en intro, ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent, notamment celle sur l'UICN, la controverse scientifique. 9000 scientifiques, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de controverses entre eux, et le choix de l'UICN France qui donc et l'organisme qui légifère internationalement sur le degré de mise en danger ou non des espèces. L'UICN France a une position ferme sur la loi dans sa proposition initiale, à savoir annexe A, B et même C, que je répète par voie d'amendement, je retire l'annexe C. Eh bien, elle a cette position parce que cette loi ne traite que de l'import que pour la France. Et donc, l'impact des Français a un impact tout court, mais qui n'a pas vocation à mettre en danger tout le système. Je vous dis autrement, les Français ont mis ensemble tous leurs scientifiques, comité d'éthique scientifique, comité d'études scientifiques. Les comités d'études scientifiques avaient une controverse, ceux qui démontraient par leurs études que la chasse aux trophées avait un impact positif. Il y a une étude de 2016 que à peu près chacun d'entre vous a reçue, puisqu'elle est mise en avant également par certaines associations, le WWF, donc une étude, une association. Or, ce n'est pas la seule étude qui existe sur les impacts des trophées à l'UICN. D'autres concourent au contraire à dire que l'impact est négatif. De fait, il a fallu trancher
un peu à cause de cette proposition de loi et donc la discussion scientifique. Encore une fois, j'ai entendu qu'on traitait de l'émotionnel. J'ai au contraire essayé de me départir de toute question émotionnelle et de n'aller que vers les données scientifiques. La réponse des scientifiques a été qu'il fallait que la France agisse sur les annexes A, B et C. Je vous propose de limiter aux annexes A et B. Je vous rappelle que dans l'annexe B, les animaux ne sont peut-être pas en danger critique d'extinction aujourd'hui, mais leur survie est en danger, ce qui signifie que sur certains territoires, ils sont en bonne santé alors que dans d'autres, ils ont quasi totalement disparu ou sont en voie de le faire. C'est cette moyenne qui donne le cadre scientifique dans lequel statue l'UICN. Parmi ces espèces à l'annexe C, je peux vous citer le rhinocéros blanc, vous savez, celui qui coûte 300 000 € par personne pour être chassé. Je peux vous rajouter aussi la girafe, dont on sait aujourd'hui le danger de plus en plus criant. Je peux vous rajouter également le lion d'Afrique, alors que le lion d'Asie est à l'annexe A. Je rajoute qu'en 2019, une autre étude publiée dans la revue Science a prouvé qu'il y avait environ 10 ans étaient nécessaires entre le moment où on percevait qu'une espèce était en danger et le moment où elle était inscrite à l'UICN. L'inverse est un peu plus rapide. S'il faut 10 ans sur une espèce qui est en voie d'être très en danger et qui n'est que dans la zone de fragilité, que la France continue à appuyer la pression démographique sur cette espèce, ça veut dire qu'au moment où elle est classée seulement B à l'UICN, en réalité, elle est déjà en danger critique d'extinction. Cette proposition de loi, elle vous propose d'agir par une action de contrôle, et je réponds là-dessus à mes collègues LR. Il s'agit effectivement, dans le même sens que l'amendement sur le code des douanes, d'avoir un moyen de contrôler ce qui passe. Et donc le seul moyen qu'on a établi avec les associations qui sont sur le terrain, qui travaillent sur les questions, avec l'UICN, on a également rencontré le Muséum. Les seuls qui n'aient pas accepté de nous rencontrer étant la CITES, mais on a quand même pu échanger avec des gens qui font partie de la CITES, eh bien la seule façon d'arriver à agir, c'est de porter cette interdiction. Or, le cadre de droit interdit déjà ça. Donc vous voyez bien que si on n'est pas un peu dur sur l'interdiction, on n'arrive à rien. Agir uniquement sur l'annexe A, ça équivaut à agir quand il est déjà trop tard. Il y a une urgence absolue à agir dessus. L'annexe B, on agit sur le dernier moment avant qu'il soit trop tard. Après, ça ne va pas changer vos vies, ça ne va pas changer la vie de beaucoup de gens, mais ça va juste accentuer le fait que la France sera responsable de l'extinction totale d'espèces. Et qu'elle soit mignonne ou pas ne change pas grand-chose. On a une responsabilité et on a un choix, agir ou ne pas agir, c'est ce que je vous propose. Vous m'avez posé la question, plusieurs d'entre vous, des revenus locaux, des revenus pour les locaux. Je vous ai rappelé qu'à l'échelle du continent africain, ça concerne 15 à 18 000 personnes qui gagnent par leur travail moins que... je croyais qu'on ne devait pas s'interrompre dans cette commission. Des personnes qui gagnent par cette activité moins que le salaire moyen. Mais en opposition, les personnes qui travaillent dans le commerce durable, les safaris photos, l'accueil pour découvrir des lieux sauvages, ces personnes-là gagnent plutôt bien leur vie. L'un des premiers pays exportateurs de dépouilles, de trophées de chasse, donc, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a mené plusieurs sondages auprès de sa population pour savoir ce qu'elle pensait des trophées de chasse. Est-ce que c'était un impact positif et négatif ? Il y a quelques années, 56% de la population d'Afrique du Sud pensait que en finir avec les trophées de chasse augmenterait l'attractivité économique et touristique de leur pays. L'an dernier, ce sondage a été refait. C'est 68% des Sud-Africains qui pensent et qui constatent que l'activité des trophées est une activité qui met en danger leur économie locale et leur qualité de vie et qui souhaiteraient donc qu'on remplace cette activité par d'autres plus durables. Donc vous avez tout à fait raison de poser la question des revenus des locaux, mais la réponse
n'est pas dans les trophées de chasse. Et encore une fois, nous n'agissons que sur les Français et pas sur la législation internationale. Vous m'avez enfin posé la question des musées, de tout ce qui est à visée pédagogique, éducative, etc. On s'est posé la même question en faisant le travail sur la loi, raison pour laquelle nous avons rencontré le Muséum d'histoire naturelle, qui nous a expliqué que eux, ça fait très longtemps qu'ils ne font plus du tout appel à des dépouilles qui viennent d'autres pays. Leurs dépouilles, elles viennent généralement d'autres zoos, font partie d'exceptions. Je crois que c'est depuis 1991 qu'il existe une exception spécifique pour le champ de la recherche et pour le champ des musées. Tout ceci n'est donc absolument pas concerné par cette proposition de loi. Et je pense que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Alors, 2 questions, Madame Huguette Tiekna, et peut-être que Monsieur Bléry voulait poser une question. Très bien. Madame Tiekna. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, bien sûr, nous sommes en train d'étudier une PPL qui n'est pas du tout simple, étant donné sa complexité par rapport à des considérations françaises et européennes, mais aussi internationales. Et donc, vous comprenez que, bon, moi, comme certains, avons besoin quand même d'explications complémentaires. Et il est coutume pour les députés de voter des PPL et généralement, la question de l'étude d'impact de ce projet n'existant pas, on prend des décisions et quelques années plus tard, on n'arrive pas vraiment à appliquer la loi. Donc, pour que nous soyons bien éclairés, au-delà des auditions que vous avez menées, est-ce que vous avez des éléments au moins de l'impact de l'application de la loi à nous donner? Aujourd'hui, si nous votons cette PPL, est-ce qu'elle sera applicable? Est-ce que la collaboration entre la France et les pays africains ne va pas se dégrader? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Emmanuel Bléry pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je vous rassure, Madame la rapporteure, on veut vraiment des débats sereins sur le sujet. Collègue Bricout l'a rappelé, l'Angleterre a rejeté le texte. On parlait tout à l'heure de pays d'Europe qui voulaient aussi aller en ce sens, et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Vous parlez de l'ensemble du continent africain, reporté sur 18 000 personnes qui, comment dirais-je, se verraient tourner, en tout cas, recevoir cette économie. En vérité, il ne s'agit pas du continent africain, il s'agit de quelques pays, et notamment, pour en citer que quelques-uns, le Zimbabwe et la Namibie. Ils sont autour de 6 ou 7 pays qui bénéficient effectivement de cette économie. Donc j'aimerais quand même que dans ces débats on soit précis par rapport à ça. Et moi j'ai une question, qui sommes-nous en vérité pour interférer, pour savoir ce qui est bon pour le peuple africain? Ça c'est ma question réellement. Parce qu'on le verra encore tout à l'heure dans nos échanges durant les différents amendements, qu'on interférerait, en fait on ferait le contraire de ce qui a été dit. J'ai entendu parler de colonialisme, etc. Mais c'est pas du tout ça, au contraire. On vient protéger en fait leur économie et on vient protéger effectivement leur souveraineté en agissant ainsi. Merci. Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Est-ce que la proposition de loi est applicable? Oui, on a quand même sur chaque proposition de loi les services de l'Assemblée nationale pour s'assurer qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau européen ou au niveau local, ce qu'on propose soit dans un cadre de loi qui soit non seulement respectueux de nos engagements, mais applicable également. Donc je vous assure que ça l'est. Sur la question de la collaboration et de l'impact que ça peut avoir avec les pays africains, mais c'est également une réponse à Monsieur Bléry, c'est que cette proposition de loi n'a aucun impact ni sur ce qui se passe dans les pays africains, ni d'autres pays extra-européens par ailleurs, ni sur les liens entre la France et des pays tiers. Aucun. Nous ne nous occupons que d'une seule chose, le commerce d'import-export, de dépouilles, d'animaux, d'espèces en danger. Et en fait, il n'y a pas de lien avec les pays tiers, il n'y a que la question de, quand quelque chose arrive sur notre territoire ou sort de notre territoire, quelle est notre responsabilité? C'est le seul point sur lequel on agit, parce que c'est le seul point sur lequel on peut
et je pense qu'on doit agir. Donc en fait, nous n'agissons, nous ne décidons, nous ne proposons rien pour les autres pays. Ce n'est pas la fonction d'un législateur français. La fonction d'un législateur ou d'une législatrice française, c'est de dire quelle est la France que nous souhaitons voir, comment est-ce qu'elle peut être vue dans le monde, est-ce qu'elle peut être vue comme un pays qui assume ses responsabilités, de pays d'accueil de la COP21, de pays qui défend le fait que la biodiversité puisse perdurer. Si oui, alors nous agissons en conséquence en cessant de donner des permis dérogatoires à très peu de personnes qui décident d'aller ponctionner des espèces en voie de disparition dans d'autres pays. Des pratiques qui n'ont pas lieu chez nous, qui ne peuvent pas avoir lieu en Europe et que certaines personnes décident d'avoir ailleurs. Elles pourront toujours continuer à chasser ailleurs. Ça ne changera pas le fait d'avoir le droit ou non de chasser ces espèces. Ce qui change, c'est la possibilité de pouvoir se distinguer socialement en France en exposant chez soi les dépouilles en question. Ce n'est pas du tout la même chose. On agit vraiment uniquement sur l'import-export. Chers collègues, je crois que nous pouvons commencer l'étude des amendements et commencer avec l'article additionnel avant l'article unique. Et je vous propose d'attaquer avec l'amendement CD 25 présenté par Monsieur Pierre Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Donc cet amendement, il visait à définir précisément ce qu'était un trophée de chasse et mettre les trophées de chasse à l'intérieur de la PPL pour éviter effectivement les effets de bord. On a entendu le sujet des muséums d'histoire naturelle, mais en fait c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ça, parce qu'on peut avoir tout ou partie d'animaux dans plein d'objets, il peut y avoir plein d'effets de bord par rapport à ça, et donc l'idée a vraiment été de spécifier que là, ici, on s'attaquait au problème des trophées de chasse. C'est une discussion qu'on a eue avec Madame la rapporteure qui a bien accepté, sur la base de nos échanges, ce principe d'intégrer la définition de trophée de chasse. Elle reviendra dans un amendement, donc cette définition un peu modifiée, mais elle reviendra dans un amendement de Madame la rapporteure, donc je vais retirer cet amendement. Juste avant cela, Monsieur le Président, je vais quand même juste mettre un point important. On va beaucoup parler de la CITES, on va beaucoup parler d'un certain nombre d'organismes. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que la chasse au trophée, que la préservation de la nature est très encadrée. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, ce sont des permis dérogatoires. Ils sont distribués et donnés de manière extrêmement limitée, ciblée. Donc il n'y a pas un grand n'importe quoi. Et justement, la CITES existe pour encadrer le commerce de tous les animaux de notre planète, et évidemment avec un aspect spécifique, un niveau de gradation et d'encadrement et de protection spécifique pour les animaux les plus menacés. Ce que nous faisons ici, la proposition de loi, et je soutiens son principe, c'est de rajouter une protection supplémentaire, de surtransposer, surinterpréter, il faut le dire, rajouter une protection supplémentaire, nous, Français, sur un nombre très dédié d'espèces sur une dérogation spécifique qui est celle des trophées de chasse. Et donc je pense que c'est quand même très important de saluer aussi le travail de la CITES. C'est une coopération internationale qui fonctionne à bien des égards, et donc ici nous prenons le parti, nous Français, d'être un peu mieux disants sur ce sujet, mais je tenais quand même à saluer évidemment leur travail qui est basé sur des faits scientifiques, sur un comptage des espèces, sur la relation avec évidemment tous les ministères de l'environnement de l'ensemble des pays. Donc, voilà. Donc je retire cet amendement parce que le fruit des discussions fait qu'il reviendra dans d'autres rédactions, mais en tout cas voilà, c'est aussi une garantie que cette PPL soit vraiment axée sur les trophées de chasse. Merci, chers collègues. Eh bien, écoutez, alors à ce moment-là, on va attaquer l'article unique. Ça vous va? Article unique. Amendement de suppression de l'article CD1, présenté par Madame Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Oui, la protection des espèces protégées, nous sommes tous pour. Oui, nous aimons les éléphants, les lions et les rhinocéros, et nous voulons tous les sauver. Mais au-delà de l'émotion, notre rôle de député est d'approfondir avec une compréhension scientifique et de nous entourer de l'avis d'experts, surtout quand il n'y a pas d'études d'impact. Or, plusieurs associations, dont le WWF, ONG environnementale sérieuse, nous a fait part de sa réserve
et de sa position défavorable à cette proposition de loi. Par ailleurs, ce texte est contraire à l'esprit de la Convention de Washington, le CITES. Et d'autre part, c'est aussi en contradiction avec le règlement européen. La protection des espèces menacées est un sujet de compétence communautaire. Il est essentiel que les adaptations réglementaires soient décidées au niveau de l'Union européenne, afin qu'elles s'imposent aux 27 États membres et ne donnent pas lieu à des divergences de régimes réglementaires au sein de l'Union. En tout état de cause, ce texte ne devrait être examiné qu'une fois ces discussions communautaires terminées, d'où cet amendement de suppression. On nous reproche, à nous Français, des surtranspositions régulières des directives européennes, et je crois qu'il faut raison garder sur ce sujet. Enfin, la directrice de l'expertise du Muséum national de l'histoire naturelle et le responsable de l'expertise du patrimoine naturel nous ont aussi indiqué que cette PPL est en parfaite contradiction avec le règlement européen et qu'elle aura un impact socio-économique négatif considérable sur les populations ainsi que sur la conservation dans le monde entier. Merci, chers collègues. Nous continuons avec l'amendement CD 28 présenté par Monsieur Bléry. Madame Brulbois, si vous voulez bien éteindre votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Écoutez, pour ouvrir un peu les débats qui sont franchement très passionnants, on a deux positions. On va retirer l'amendement de suppression pour aller à la discussion réellement, pour aller au fond. On a effectivement aussi des arguments qu'on souhaiterait vous exposer. Et encore une fois, le groupe Rassemblement national souhaite être constructif sur cette question. Donc on demande le retrait de l'amendement, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Eh bien, amendement retiré. Monsieur... oui, Madame la rapporteure, votre avis sur l'amendement, et puis Monsieur Cazeneuve interviendra par la suite. Alors, comme souvent, quand on défend un texte, on est défavorable à des amendements de suppression de l'article unique. Je le suis d'autant plus que vous m'avez dit, Madame Brulbois, vous vous êtes appuyée, Madame Brulbois, sur la question d'aimer ou pas des animaux, sur la question de l'émotion. Je vous explique depuis bientôt 1 heure maintenant qu'on ne parle pas d'émotion, qu'on ne parle pas d'animaux mignons, qu'on n'est pas en train de faire un concours Instagram de quelle est l'espèce la plus mignonne, mais qu'on est au contraire en train de travailler sur des données scientifiques, uniquement des données scientifiques, et que c'est sur ces chiffres et ces orientations que je vous propose un choix. J'entends que ce choix ne soit pas partagé, mais ce n'est certainement pas parce que l'émotion s'opposerait à la science. Monsieur Cazeneuve. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je pense que cet amendement-là, il vient aussi témoigner de ce qu'on peut appeler une controverse et du fait qu'il n'y ait pas un avis unanime sur l'impact réel de la chasse au trophée sur la conservation des espèces. Et je pense que le débat est parfaitement légitime. Nous l'avons eu tout au long de ces derniers jours. Néanmoins, je pense que aussi les premiers propos se basaient sur la rédaction initiale qui était très large. Je pensais notamment à la mention du Muséum d'histoire naturelle. Là, on a reciblé autour vraiment des trophées de chasse et donc ça n'inclut pas les différents musées, les différentes expériences scientifiques. Et par ailleurs, nous avons donc reprécisé bien évidemment la rédaction et aussi limité, ça sera de la proposition que nous ferons, aux espèces réellement les plus menacées sur nos permis. Donc à ce titre-là, je pense qu'il y a vraiment eu un esprit de compromis et donc j'invite tout le monde à s'engager dans cet esprit de compromis pour trouver une voie de passage là-dessus. Madame Brulbois. Oui, donc moi je fais entièrement confiance au travail de notre collègue Pierre Cazeneuve et sur la réécriture de cette PPL qui est nécessaire vu qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Et donc moi, mon amendement de suppression, c'était pas pour aller contre cette initiative que je trouve tout à fait louable, mais c'était pour faire en sorte d'en limiter les effets de bord. Donc, compte tenu du travail de notre collègue Pierre Cazeneuve, je retire mon amendement. Très bien. Eh bien, chers collègues, nous continuons avec des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement faisant l'objet d'un sous-amendement. Je vous propose de Madame la rapporteure de présenter le CD 34. Tout à fait. Suite aux nombreuses discussions ou interpellations, nous avons choisi
J'ai choisi, pardon, pas l'habitude de mettre le jeu en avant. Nous avons choisi de revoir la définition, d'insérer une définition de trophée de chasse pour qu'il n'y ait plus de doute sur ce qu'on désignait, pour qu'il n'y ait plus de doute sur la façon dont ça s'appliquait, et de changer l'article sur lequel il s'appuyait. Dans la version initiale, nous étions sur le 415, nous sommes maintenant sur le 412.1 du Code de l'environnement. Nous avons également resserré les interdictions d'importation, exportation sur les seules espèces les plus en danger, annexe A, annexe B. Je rappelle que ces annexes sont celles édictées côté européen. La CITES, elle, travaille sur des annexes 1, 2, 3. L'annexe 1 de la CITES, à savoir les espèces critiquement en danger d'extinction, équivalent peu ou prou à l'annexe A côté Europe, et les annexes 1 et 2 de la CITES, donc animaux en danger d'extinction ou qui sont en train de rentrer dans le danger d'extinction, ceux-là sont dans l'annexe B. J'insiste beaucoup sur l'annexe B. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sous-amendement qui propose de supprimer cette annexe. Je renforce encore les choses sur le nombre d'espèces aujourd'hui menacées qui demain seront en danger critique, qui demain seront dans l'annexe A et donc seront protégées, et qu'on aurait pu protéger aujourd'hui, alors qu'on sait que les espèces inscrites à l'annexe A sont en danger critique d'extinction, ce qui veut dire qu'il est très dur, très difficile, rien qu'en gérant l'import-export de leurs dépouilles, d'avoir un effet réel dessus. Là où on a un effet réel, là où on a un impact réel, c'est sur les espèces qui peuvent basculer dans le danger critique, et celles-ci, elles sont à l'annexe B. Alors, il va y avoir un débat scientifique sur le contenu de cette annexe B, puisqu'il y a des centaines d'espèces. Le souci, c'est que ce débat, il sera en réalité géographique. Des espèces qui, sur certaines zones, sont présentes en nombre inférieur à ce que devrait être la normale, mais pas encore critique, ont quasi disparu dans d'autres zones où là, il est important d'agir. Sachez que la CITES accorde des dérogations et donc des permis d'importation par pays. En choisissant de garder l'annexe B, on choisit d'être un minimum 10 ans, j'insiste sur un minimum 10 ans, et les pays qui ont une population d'une espèce en danger dans le pays voisin sont toujours libres d'avoir des quotas supérieurs à ceux du pays voisin. On a fait le choix de ces annexes justement pour ça, parce que ça laisse à la fois... Oui, pardon, j'ai oublié d'expliquer. C'est chaque pays qui exporte des animaux rares et en danger d'extinction délivre auprès de la CITES les quotas qu'il est prêt à voir chassés par d'autres. Donc on ne supprime pas cette possibilité, on dit juste que quand on est français, quand on est un enfant du pays des Lumières, on a une responsabilité, c'est de ne pas accroître la pression sur les espèces qui sont en train de disparaître, donc espèces A et B. Et j'ai été trop long, je crois, monsieur le président. Voilà donc les modifications qu'il y a dedans. L'alinéa 2 est un ajustement légistique pour que le texte soit le plus correct possible. Et je m'excuse, vous avez eu cet amendement très tard, mais les discussions étaient très longues. Merci. Sous-amendement à cet amendement, le CD 35 présenté par Monsieur Cazeneuve. Si vous me permettez, Monsieur le Président, comme c'est un sujet un peu technique, je vais défendre en même temps le CD 24 pour avoir un propos un tout petit peu plus long, mais au moins ça englobera tout. Soyez dans le même temps, oui. Merci, Monsieur le Président et Madame la rapporteure. Donc là, on arrive évidemment au cœur du sujet. Déjà me dire que je m'inscris dans la proposition de rédaction de Madame Regol, qui encore une fois cible justement le problème des permis de chasse. Voilà, donc c'est beaucoup plus conscrit et beaucoup plus précis que ce qu'on avait initialement. Et effectivement, le débat maintenant va arriver sur annexe A ou annexe A et B. Encore une fois, il existe une controverse scientifique autour de l'impact réel de ces trophées.
Je le dis parce que c'est quand même très important et il faut toujours, quand il y a des controverses scientifiques, avancer le plus humblement et le plus modestement possible sur ce point-là. À partir du moment où il n'y a pas une certitude que l'adoption de ce texte, que l'interdiction de délivrance de trophées, de permis de chasse aura un impact positif sur la conservation des espèces, je pense que nous devons être le plus limité possible pour se laisser le temps aussi de voir quel est l'impact de ce sujet-là. C'est pour ça que notre proposition initiale s'est faite sur les animaux de l'annexe A. Pourquoi? L'annexe A, c'est déjà 700 animaux. Hein. Donc on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on ne parle pas d'une dizaine de bêtes, on parle de 700 animaux qui sont aujourd'hui présents dans l'annexe A. Ensuite, ce sont effectivement les espèces réellement menacées d'extinction. Et comme vous l'avez dit, Madame la rapporteure, vous avez choisi de vous baser sur des annexes et non pas sur des listes d'animaux parce qu'il y a un caractère dynamique. Et vous avez par ailleurs parlé du rhinocéros blanc. Le rhinocéros blanc, j'ai pas envie de tuer des rhinocéros blancs, je veux dire, comme tout le monde, je trouve ça dégueulasse et je ne cautionne pas ça. Mais le rhinocéros blanc, était en annexe A parce qu'il était très en danger. Et depuis 30 ans, leur population, de par la protection, a énormément augmenté. Aujourd'hui, ils sont 120 000 en Afrique du Sud, et c'est pour ça qu'ils sont passés en annexe B. Et je vous dis juste parce qu'on est dans cette logique-là de dynamique, et c'est pour ça qu'on est passé d'une annexe 1 à une annexe B. Je ne dis pas que c'est bien de tuer les rhinocéros, c'est que je considère que l'organisme international, basé sur des données scientifiques, considère que l'espèce n'est plus en danger d'extinction, le bascule en annexe B. Il faut avoir cette confiance-là en ces organismes. Bon. Deuxièmement, vous avez parlé en disant oui, mais les annexes B, certains animaux, ils peuvent être très en danger dans un endroit et pas du tout dans l'autre, et c'est pour ça qu'ils arrivent en annexe B. Là aussi, vous avez raison. Je reprends l'exemple du rhinocéros blanc. Au Rwanda, il n'existe plus beaucoup de rhinocéros blancs. Il en existe énormément, comme je viens de vous le dire, en Afrique du Sud. Eh bien, la CITES prend évidemment ça en compte. Ils ont sorti l'espèce dans sa globalité de l'annexe A, ils l'ont mis en annexe B, mais par contre, dans la délivrance de leur permis, à la fois sur place, c'est-à-dire au Botswana, il n'y a pas un rhinocéros blanc qui est flingué, et, pardon pour le terme, et je suis désolé, et en annexe A, et en France, on ne délivre pas de permis pour aller tirer des rhinocéros blancs au Botswana, au Rwanda, pardon. Si elles sont accordées, ces délivrances-là, c'est uniquement en Afrique du Sud. Donc encore une fois, il y a cette analyse scientifique évidente, la prise en réalité des dynamiques des espèces. Donc on a une controverse scientifique. Je pense que votre message, il est louable, il est clair. Votre démarche, encore une fois, je la comprends et je la soutiens, Madame Regol. On va, grâce à vous et grâce à cette PPL, protéger un peu plus, on l'espère, 700 animaux en danger. Ce sont des guépards, ce sont des éléphants, ce sont l'immense majorité des lions, ce sont les panthères, ce sont les tigres. Grâce à votre amendement, on ne pourra plus en France avoir de permis pour tirer ces animaux et les ramener en France. Je pense qu'il faut maintenant faire confiance aux scientifiques et aux conservateurs qui font cette distinction et rester sur cette annexe A pour éviter des effets de bord, parce que dans l'annexe B, on a du loup, on a parfois certains types de moutons, on peut avoir certains types de pintades, enfin des boas, des crocodiles qui peuvent avoir complètement d'autres usages. Donc on est sur quelque chose de très très différent, avec là aussi des effets de bord importants. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Juste pour la clarté des débats, mais bien que je vous ai bien écouté, mais pour que chacun comprenne, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez présenté dans le sous-amendement CD 35 et ce que vous avez présenté dans l'amendement CD 24? Pardon. L'amendement CD 24 était une réécriture de l'article se basant uniquement sur la A. Je considère que, au vu de nos discussions, l'amendement de Madame la rapporteure est mieux. Néanmoins, il y aura une adoption de l'amendement de Madame le rapporteur sous condition de l'adoption de notre sous-amendement, du sous-amendement numéro CD35, exactement, si le sous-amendement est adopté, qui limite la portée de l'amendement de Madame le rapporteur aux animaux présents dans l'annexe 1, ce qui était initialement notre souhait. Voilà. Très bien. Avant de vous laisser la parole, on va laisser Madame la rapporteure donner son avis. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, Madame la rapporteure, je vous laisse le soin de répondre à ce sous-amendement et à l'amendement qui a été présenté. Alors, je vais répondre à l'argumentaire de Monsieur Cazeneuve et donc en même temps à la proposition de sous-amendement. Oui, effectivement, je vous l'ai dit déjà au préalable, il y a plusieurs centaines d'espèces par annexe. Mais en fait, elles ne sont pas
toutes concernées, les 700 espèces, par ce qu'on est en train de légiférer. Parce que parmi ces espèces, il y a aussi des espèces en danger critique d'extinction qui sont en Europe, qui sont en France et qui ne sont pas concernées par ceux dont on légifère, puisqu'on ne parle que d'importation et d'exportation de pays tiers. Donc, on est bien en deçà des 700 espèces et on est aussi sur quelques centaines sur l'annexe B. Et vous savez quoi, nous sommes en pleine 6e extinction de masse des espèces. Donc malheureusement, oui, il y a des centaines d'espèces qui sont en danger critique ou qui sont en train de passer en danger critique d'extinction. Raison pour laquelle, s'il n'y a que l'annexe A, autant dire que nous n'avons rien fait, que nous ne sommes pas à la hauteur de nos engagements. Vous l'avez dit, je suis une femme de compromis, monsieur le rapporteur. C'est pour ça que l'annexe C n'y figure pas, que la définition des trophées de chasse figure dans cette nouvelle formulation, que l'assise sur laquelle nous faisons ces modifications au Code de l'environnement a aussi été modifiée. Ce que je veux dire, c'est que dans une négociation, il y a deux parties qui font des efforts pour qu'on tombe d'accord sur une solution qui ne soit pas bonne pour nous, mais qui soit bonne pour la France. Je pense qu'à ce stade de compromis, de ma part, de notre part, de ce qui est acceptable sur l'impact sur des populations, sur des espèces qui sont en train de disparaître, je pense qu'à ce stade, la seule formulation équitable qui rassure celles et ceux qui ont peur des impacts sur les populations locales, qui rassure celles et ceux qui ont peur que des espèces disparaissent du fait d'un fusil français, je ne sais pas comment le résumer autrement. La seule formulation qui est capable de mettre à peu près d'accord, mais pas totalement d'accord, comme dans tout compromis, les deux parties, c'est la formulation que je vous propose. C'est donc l'amendement CD34. Sur l'exemple, M. Cazeneuve, du rhinocéros blanc qui passe de l'annexe A à l'annexe B, ça répond parfaitement aux questions qui ont été posées sur l'impact de telles décisions. Oui, à un moment donné, on peut très rapidement passer un animal d'une annexe élevée, critique, à une annexe moins critique. L'inverse, en revanche. Mesurer la pression qu'il y a dessus, ça met 10 ans. Donc oui, on est très vite en capacité de sortir des espèces qui vont beaucoup mieux, des espèces qui seront désignées par cette formulation de la proposition de loi, à savoir la formulation qui désigne les annexes A et B. En revanche, pour arriver à protéger des espèces qui sont en train de basculer, il faudra 10 ans. 10 ans, c'est peut-être le temps qu'il faudra pour qu'elles n'existent plus et qu'il n'y ait jamais à les faire basculer de B à A. C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas voter pour le sous-amendement de M. Cazeneuve, même si j'entends les questionnements, même si je comprends que le nombre d'espèces puisse être effrayant. Là, nous sommes face à une question de responsabilité scientifique. Vous l'avez toutes et tous soulevé, il y a une controverse scientifique. Oui, évidemment. On est un peu désœuvré mondialement contre la disparition des espèces parce que, je le répète, nous sommes dans la 6e extinction mondiale. Chacun cherche des moyens d'agir. Celui que je vous propose, vous pouvez être pour ou contre, mais il est étayé scientifiquement par plusieurs rapports et l'organisme français qui est spécialiste de ces questions, qui légifère sur ces questions, qui est celui sur lequel on s'appuie pour pouvoir établir les listes des espèces menacées ou non, cet organisme, l'UICN, a apporté son soutien total en tant qu'institution à la première version, celle qui prenait en charge les 3 annexes A, B et C. Là, suite à un compromis, je ne vous propose que les annexes A et B, ce qui est en deçà de ce que l'UICN soutenait. Je pense que le compromis est déjà très bas et qu'il est difficile d'aller plus bas. Supprimer l'annexe B, c'est supprimer toute opérabilité à ce texte. Chers collègues, il est important de prendre le temps du débat dans la mesure où si ces amendements sont adoptés, ils font tomber tous les amendements qu'il y a par la suite. C'est important pour éclairer le débat. La parole est à Hendrik Davy.
Merci Madame la rapporteure et merci Monsieur le Président. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes contre en fait ces deux amendements, à la fois le sous-amendement et l'amendement proposé par la rapporteure. Pourquoi? Parce que nous vivons actuellement, et ça a été dit par de nombreux intervenants, nous vivons une 6e extinction de la biodiversité, et je vous le rappelle ici, elle se fait à une vitesse et à une ampleur qui est supérieure à celle qui est prévalue à l'extinction des dinosaures. Et les grands mammifères sont particulièrement touchés. Et aujourd'hui, ce qui est spécifique de la situation dans laquelle on parle aujourd'hui et des trophées, c'est que 96% des extinctions sont dues à la présence humaine. Alors moi, je trouve qu'il y a un certain caractère lunaire des débats ici sur le fait qu'on mette l'annexe C ou pas, l'annexe C, voire l'annexe B, dans les espèces qui seront interdites, notamment à l'importation pour des trophées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on sait que cette 6e extinction va s'amplifier, notamment avec le changement climatique. Donc on sait que de nombreuses espèces qui sont dans l'annexe C vont basculer dans l'annexe B ou dans l'annexe A avec le changement climatique. En plus, quand il y a un collapse de population, c'est-à-dire qu'on a un effondrement des effectifs de population, c'est souvent imprédictible et parfois on ne peut pas le prévoir et ça va tellement vite qu'il faut en fait éviter ces baisses de population. Alors la question serait si différente si on parlait d'animaux qui sont utilisés pour nourrir les populations. Mais là, on parle de trophées. Et les trophées, ce n'est pas une nécessité, c'est un luxe. Et donc, il est absolument urgent d'en finir avec ces pratiques prédatrices. Et là, on ne les interdit pas en soi, on interdit juste leur importation. Donc on interdit juste d'être complice de pratiques qui sont prédatrices. Et les interdire, c'est aussi extrêmement important parce que ça permet de changer la mentalité. Et de considérer ces animaux sauvages, ces grands animaux sauvages, autrement que comme des trophées. Je crois qu'en soi, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument, dans la bataille qu'on a à mener pour les nouvelles générations, interdire ces trophées et interdire tous ceux, notamment, qui sont dans les annexes A, B et C. Et je vous dis juste, pour conclure, qu'il y a un espoir, car la protection, quand elle est totale, elle marche. C'est ce qui s'est passé pour les éléphants d'Afrique et pour d'autres espèces. Voilà, merci. Merci. La parole est à Lisa Bellouko. Merci, Monsieur le Président. Alors, au risque de vous étonner, le groupe écologiste n'est pas non plus favorable à cette réécriture, puisque nous étions très favorables à la rédaction initiale, évidemment, qui englobe les 3 annexes, A, B et C. Ça a été dit, en fait, ces catégories ont été créées justement parce que on a divers stades de menaces, en fait, sur les différentes espèces. Et passer de l'un à l'autre, c'est quand la menace s'aggrave. Les espèces qui sont dans la catégorie A, elles ont beau être des centaines, elles sont quand même en danger critique d'extinction. Celles qui sont dans la catégorie B, elles sont menacées. Celles qui sont dans la catégorie C le sont aussi un peu moins, mais si on ne fait rien, elles finiront aussi par être en danger critique d'extinction. Donc, nous sommes favorables, nous étions en tout cas favorables à conserver la rédaction initiale qui couvre les 3 annexes. Je voudrais juste dire un mot sur le fait que ça concerne des centaines d'espèces. Ça a été avancé comme un argument. Oui, ça concerne des centaines d'espèces parce que du fait de l'activité humaine, aujourd'hui, des centaines, voire des milliers d'espèces sont menacées sur la planète. Et beaucoup ont déjà disparu à une vitesse que le monde n'avait jamais connue jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et c'est du fait de l'activité humaine que les espèces, des centaines d'espèces, des espèces disparaissent 1000 fois plus vite, je l'ai dit dans ma DG, 1000 fois plus vite que le rythme naturel. Donc oui, il y a des centaines d'espèces, mais nous en sommes responsables. Et c'est à nous d'agir aujourd'hui en responsabilité. Alors c'est un tout petit pas ce texte, hein, mais si on supprime même l'annexe B, ça sera même plus un pas en fait. On reste sur place. Donc comme on est discipliné, comme le groupe Renaissance, hein, chez les écologistes aussi, on est très discipliné. On suivra l'avis de notre rapporteur et on votera quand même pour l'amendement, évidemment pas pour le sous-amendement. Et on trouve que c'est déjà un énorme recul par rapport à ce qui était proposé initialement, qui reste, je le dis encore une fois, un tout petit pas, puisque nous agissons, comme l'a dit la rapporteure, uniquement sur la question de l'import-export, et c'est tout. Merci. Monsieur Bléry. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, tout le monde est convaincu, Madame la rapporteure, de protéger les espèces, mais effectivement, on n'a pas le même biais pour y arriver. Donc, je vais aller aux chiffres, la preuve par les chiffres. Il y a une expérience qui a été donc faite au Zimbabwe, où effectivement, on constate, suite à cette expérience, que la population des lions, notamment, est passée de 25
en 1999 à plus de 500 individus en 2012. La population d'éléphants est passée de 35 en 1997 à près de 750 en 2015. On parlait du rhinocéros blanc. On est passé de 2000 individus en 1968 à près de 20 000 en 2015, et grâce effectivement à la mise en place de quotas de chasse. En vérité, partout dans le monde, lorsqu'on régule les populations animales, finalement on les préserve. On les préserve du braconnage. On disait tout à l'heure que certaines espèces sur certains territoires sont menacées. Oui, c'est vrai, elles sont menacées parce qu'elles ne sont pas régulées, au moins régulées. Et je crois que c'est le cas, j'avais pris note bien sûr, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir aussi, par extension, que sur ces zones de ces pays d'Afrique, c'est parfois le seul moyen de donner à l'État des moyens sur place, en fait, finalement. S'il n'y a pas la régulation, s'il n'y a pas finalement le trophée de chasse, à la fin, il n'y a pas d'État dans ces milieux-là. Très clairement, quand les espèces ne sont pas régulées, ça donne lieu au braconnage, je le disais. On l'a même vu, excusez-moi d'aller aussi loin, mais on l'a même vu avec les terroristes islamistes qui ont tué. Mais oui, évidemment. Qui ont tué des dizaines, des centaines d'animaux. On l'a tous vu, évidemment. À partir du moment où il n'y a pas de régulation, de protection, de garderie, de conservation, l'espèce disparaît. Ce sont les chiffres sont têtus, ils sont là, je vous les donne pour qu'on puisse éclairer les débats. Et donc on votera contre, nous, ces amendements. Merci. Merci, la parole est à Hubert Roth. Oui, brièvement, j'aimerais bien comprendre l'intérêt qu'il y aurait de préserver la possibilité d'importer des trophées sur les espèces qui sont concernées par l'annexe B. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'intérêt qu'il y a à préserver à tout prix la possibilité de cette pratique sur ces espèces dont on peut incontestablement dire que ça ne va pas très bien quand même. Et pourquoi préserver ça ? Il me semble, sans porter atteinte à la respectabilité de tous ceux qui voient quelque chose de sympathique dans le trophée, est-ce que c'est encore défendable dans notre époque où on est sourcilleux sur un certain nombre de principes et capable de moraliser beaucoup de choses ? Il y a des petites friandises qu'on appelait il n'y a pas si longtemps les têtes de nègre. On a interdit le fait de les désigner ainsi. Est-ce que ce n'est pas plus profond comme problématique, celle qu'on aborde aujourd'hui ? Monsieur Cazeneuve. Oui, le débat il porte sur la réalité de l'impact de la PPL et de la chasse au trophée sur la préservation des espèces. Je vais prendre 2 minutes juste pour vous donner l'exemple du Botswana. Le Botswana a interdit la chasse au trophée pendant un certain temps. La résultante a été une hausse drastique du braconnage et un énorme poids mis sur les troupeaux d'éléphants. Pourquoi ? Parce que nous, on voit ça un peu de notre côté, c'est très ethnocentré finalement, c'est très parisiano-centré même, et on considère que les éléphants, c'est magnifique, c'est truc de documentaire, et je suis 1000 fois d'accord avec vous. Mais sauf que pour les habitants du Botswana, un éléphant, déjà c'est de la viande, c'est du gibier. Un éléphant, ça pose un certain nombre de problèmes sur les infrastructures, sur les récoltes, etc. Et que le fait de leur donner, c'est peut-être la limite du capitalisme, j'en conviens, mais en fait le fait de leur donner une valeur importante à cause de la chasse au trophée, ça change le rapport des populations vis-à-vis de ces animaux-là, qu'ils ne sont plus que du gibier ou plus qu'un danger pour leurs infrastructures et même les populations. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que ça leur rapporte des sous et donc on les préserve et donc on lutte contre le braconnage et donc on fait attention à la préservation d'espèces. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une controverse scientifique qui est très importante. C'est sur ce fondement-là qu'on a une discussion et pas sur le point de vue moraliste. Personne ici ne soutient la chasse à ces grands mammifères. On trouve ça tous pas OK. Bon, donc il y a un débat scientifique dessus. Non, Madame Pochon, c'est déjà autorisé et cette loi-là ne va pas l'interdire. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît. Seul Monsieur Cazeneuve a la parole. Donc, à ce titre-là, c'est légitime qu'il y ait un débat sur, étant donné qu'il y a une controverse scientifique sur l'impact réel, jusqu'où
on interdit nous Français, et c'est la proposition de Mme Regold, jusqu'où on interdit nous Français. Et donc nous, notre proposition, c'est de dire, parce qu'il y a un débat, parce qu'on n'est pas certain, on va d'abord se limiter aux espèces les plus en danger. Et encore une fois, ce n'est pas l'épaisseur du trait, c'est les tigres, c'est les panthères, c'est les éléphants, c'est une immense partie des lions, c'est les rhinocéros noirs. Enfin, c'est très très important. Monsieur le Président, est-ce que je vais, étant donné à la fin des dernières prises de parole, je souhaiterais 2 minutes d'intervention de séance, juste pour se mettre d'accord tous ensemble. Et cet amendement-là, de toute façon, mettra clos au débat, parce que ça supprimera tous les autres. Non, pas du tout, mais l'interruption de séance est de droit, chers collègues. Donc si M. Cazeneuve veut une interruption de séance, on va lui accorder. Juste avant, on va peut-être laisser la parole à Mme Bellouco et enfin à Mme la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, collègue Cazeneuve, j'ai pas du tout compris votre démonstration. En fait, du coup, les populations du Botswana ne chassent plus les éléphants pour les manger quand il y a le trophée de chasse, puisqu'en fait, il faut les préserver pour des trophées de chasse. J'ai pas bien compris. Et s'il n'y a plus de trophées de chasse, du coup, ils vont plus en manger. Franchement, je pense qu'on a un peu atteint les limites de la contorsion, là, et qu'on peut... vous avez beaucoup expliqué. Je sais que vous avez des ambitions pour cette commission et on vous a beaucoup entendu aujourd'hui, c'est très bien. Et merci pour le débat. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, chers collègues, rester simplement sur les arguments de fond et éviter d'interpeller les collègues? Donc on reste sur les arguments de fond. Madame Bellouco, vous avez la parole et seule Madame Bellouco a la parole. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur les arguments de fond et m'excuse pour cet écart. Je ne comprends pas bien, du coup, je ne comprends plus. Sincèrement, j'ai atteint peut-être mes limites, mais je ne comprends pas en quoi on protège mieux des animaux quand il est permis de les tuer pour ramener leur tête, leur peau ou je ne sais quoi, que quand on ne peut plus transporter ce type de trophée ou l'importer en France. Ça me paraît vraiment tordu, d'autant plus que les études citées par Madame la rapporteure sur les revenus rapportés par la chasse aux trophées dans différents pays montrent bien que ce sont des revenus plus faibles que les revenus moyens des pays concernés pour les personnes qui sont salariées ou qui vivent de cette activité donc je ne crois pas qu'on puisse parler de soutien, de faire vivre des populations locales grâce à ces activités. Et encore une fois, ici, nous prenons position en tant que législateur français pour interdire l'import-export de trophées d'espèces qui sont en danger critique d'extinction ou qui sont menacées. On n'est pas en train de dire aux habitants du Botswana ou aux habitants d'Afrique du Sud ce qu'ils doivent faire dans leur pays. Et ce n'est pas notre rôle, encore une fois. Donc je pense qu'on peut rester sur la question de l'import-export et se dire qu'en tant que législateur français, c'est de notre responsabilité d'arrêter, de permettre d'importer des trophées de chasse d'espèces qui sont potentiellement ou qui vont potentiellement disparaître dans les années à venir. Très bien. Madame la rapporteure, je vous laisse le soin de répondre. Merci. Et puis nous ferons 5 minutes de suspension de séance par la suite. Je vais essayer d'être courte, puisqu'on a beaucoup répété les mêmes arguments, côté pour et côté contre. Mais il y a une question centrale et qui synthétise bien tout ce qui se passe autour de ce vote et de cette question de l'annexe B, c'est quel intérêt à la supprimer? J'ai entendu plein de choses qui sont valables en général, mais je n'ai rien entendu comme argument spécifique qui légitime la suppression de l'annexe B. Ces mêmes arguments pourraient être valables pour l'annexe A ou pour l'annexe C. Ils n'ont pas de validité particulière pour l'annexe B. Ils n'ont pas de validité particulière parce que, comme le démontrent les études, même celles qui tendent à dire que les trophées de chasse sont un moyen de donner une valeur marchande à certaines espèces menacées et donc par ce biais-là les protéger, puisque c'est ça le truchement par lequel passent ces études, eh bien, même dans celle-ci, on sait, on démontre dans les milieux scientifiques que les espèces classées A ou B sont en danger, direct ou indirect, immédiat ou proche. Donc de toute façon, si vous utilisez des arguments contre l'annexe B, alors supprimez aussi l'annexe A,
nous sommes en fait dans le même périmètre de mise en danger. Je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec cette proposition de légiférer sur l'import-export. Je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui soient attachées à la chasse. Je ne partage aucune de ces positions, visiblement. Pour autant, argumenter qu'il y aurait une différence entre l'annexe A et l'annexe B, ça ne s'inscrit dans aucune de ces deux catégories. Et je suis désolée, mais comme ma collègue Lisa Bellucco, je peine à comprendre quels sont les argumentaires. Pour répondre aux autres questions, il y a également des études. Nous sommes encore une fois uniquement dans de l'argument scientifique contre argument scientifique. Il y a aussi des études, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux vous la retrouver. Il me semble que c'était en Tanzanie et en Namibie qui a été menée sur l'impact sur le braconnage de l'augmentation des quotas et de la diminution des quotas. Eh bien, à chaque fois que les quotas de trophées de chasse étaient augmentés, le braconnage aussi augmentait. Pourquoi ? Parce que quand vous spéculez sur des espèces, oui, vous arrivez à en préserver parce qu'il y a un intérêt pour certains, les éleveurs en particulier, ceux qui viennent d'Europe pour développer ces élevages, pour vendre très cher la chasse qui va avec. Mais vous développez aussi l'intérêt pour des gens qui, pour des raisons de survivance ou pour avoir plus d'argent, décident d'organiser leur chasse de ces bêtes, ne gagnent donc pas les énormes sommes liées à la chasse au trophée, mais gagnent les sommes importantes de la vente par partie ou entier de la dépouille. Et c'est assez logique, quand une activité devient extrêmement lucrative quelque part, évidemment qu'elle attire le trafic illicite, ici en l'occurrence le braconnage. Pourtant, il y a des activités licites, puisque la question, encore une fois, des autres systèmes de protection existe. Le système des parcs naturels comme outil touristique, comme outil aussi de fierté locale, sont des systèmes, alors là, encore une fois, je n'ai pas les études sous les yeux, mais je peux en retrouver, qui démontrent qu'on arrive et à protéger la nature et à développer l'économie locale d'un seul et même tenant, et même, j'ai envie de vous dire, de façon durable. C'est même une demande. Il y a, je ne sais plus, la fondation Jane Goodall qui travaille spécifiquement, elle, sur les grands primates, qui aide des villages entiers à pouvoir vivre mieux, à constater que jamais aucun des 150 villages, je crois, aidés au fil des dizaines d'années passées, jamais aucun n'a demandé à pouvoir avoir accès à l'activité de trophée de chasse. Ça n'a jamais été vu comme un moyen de pouvoir se faire de l'argent, développer une activité économique ou vivre mieux pour eux ou pour la nature. Ce n'est pas un petit exemple. Vous avez beaucoup demandé les premiers concernés. Ça, ce sont les premiers concernés qui ne considèrent pas que ce soit un atout. De même, les sondages que je vous citais sur l'Afrique du Sud, pays le plus exportateur de trophées de chasse, où la population considère qu'elle aurait plus d'attractivité et une meilleure économie si on supprimait les trophées de chasse. Nous, on n'a pas le pouvoir de le faire. L'Afrique du Sud, seule, peut le faire. Mais en tout cas, on est capable d'entendre que pour ce pays, qui est un grand pays, supprimer l'activité des trophées de chasse leur permettrait de décupler leur économie touristique. Alors oui, ce tourisme-là, le tourisme d'observation, les safaris photos, les safaris qui ne tuent pas, cette activité-là, elle est durable et elle permet de développer d'autres marchés. Merci pour vos explications. Demande de suspension de séance de notre collègue Cazeneuve. On se retrouve à 11h20, chers collègues.
Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Chers collègues, s'il vous plaît, votre attention. Chers collègues, s'il vous plaît. Petite annonce de service et d'organisation. À 15 h, chers collègues, vous avez reçu dans vos boîtes mail une convocation pour un vote sur la désignation du co-rapporteur sur la mission d'évaluation de la NCT. Ce vote se fera par scrutin. Et donc on organisera ça comme lorsque nous faisons des votes sur l'article 13, comme nous avons bien le faire. C'était simplement un point d'organisation. N'hésitez pas à regarder votre boîte mail puisque nous avons envoyé une convocation rectificative. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Avant de passer aux voix, je crois que M. Cazeneuve voulait reprendre la parole. Et M. Bricou juste après. Et Mme Violent. Ok, très bien. C'est parti. Et on s'écoute s'il vous plaît, chers collègues. Monsieur le Président, merci beaucoup. Madame la rapporteure, écoutez, on s'est réunis avec les différents groupes pour adopter une position. On était d'abord favorable au sous-amendement numéro A. À la fois dans un esprit de compromis, on va le retirer. Je tiens juste à préciser qu'on maintient nos inquiétudes, notre doute légitime sur l'impact réel de la PPL et d'autant plus de rajouter quelques centaines d'espèces en plus dans la portée de la PPL, sur l'impact réel que ça peut avoir sur la conservation de la nature. Donc on aura une discussion jusqu'à la séance pour voir comment on peut border le sujet, comment on peut demander les études nécessaires derrière pour être certain que ce qu'on fait ne sera pas négatif in fine sur la préservation des espèces, mais dans un esprit de compromis, on s'est mis d'accord sur le fait de retirer à ce stade le sous-amendement, de rediscuter d'ici la séance sur les autres aspects. Je vous remercie. Très bien. Et le CD24, donc vous retirez le sous-amendement. Et donc les deux sous-amendements sont retirés. Chers collègues, je laisse la parole à M. Bricou, puis après Mme Violent. M. Bricou. Oui, simplement rebondir sur une remarque qu'a faite Madame la rapporteure. Vous avez dit qu'en Afrique du Sud, la majorité de la population était contre l'exportation de trophées. C'est bien ce que vous avez dit. Alors, moi je pose la question, pourquoi ces pays-là ne légifèrent pas et pourquoi n'interdisent-ils pas l'exportation des trophées, ce qui serait beaucoup plus simple pour nous. Madame Violent. Mais écoutez, moi je voulais simplement saluer la position de M. Cazeneuve parce qu'effectivement il y a eu un gros travail de compromission et de collaboration avec la rapporteure. Pardon. C'était pour rebondir sur l'allusion de Mme Bellouco. Toutes mes excuses, Pierre. En tout cas, voilà, la position de retirer l'amendement est louable. Pour autant, alors je me pense moins cortiquée que vous, mesdames la rapporteure et Mme Bellouco, mais j'ai quand même compris les arguments de M. Cazeneuve. Donc je pense que ça mérite, dans tous les cas, et ça a été dit, des études d'impact. Il faut qu'on comprenne exactement les enjeux des différents positionnements sur ces annexes. Merci beaucoup. Et toutes mes excuses, M. Cazeneuve. Madame la rapporteure, vous voulez prendre la parole avant de mettre voix? Alors déjà, merci beaucoup pour cette décision. Je sais et je comprends qu'elle n'est pas facile. C'est jamais facile de retirer ces amendements. J'entends les raisons qu'il y a derrière et je reste ouverte évidemment à toute discussion et négociation jusqu'à l'arrivée du texte en hémicycle, comme je l'ai été sur le travail avant cette commission. Je vais essayer de ressortir les études qui vont dans le sens, qui étayent, qui illustrent tout ce que je viens de vous raconter, les plus récentes et les plus anciennes, parce que parfois c'est aussi important de voir comment les choses bougent dans le temps. Et pour vous répondre, Monsieur Bricou, ce que dit le sondage, c'est que les personnes en Afrique du Sud pensent que leur pays serait plus attractif sans trophée de chasse. Je ne sais pas s'il demande sa suppression et quels sont les biais politiques pour que ça ne se fasse pas, mais je ne peux pas affirmer que les trophées de chasse, c'est une activité qui se maintiendra quoi qu'il arrive en Afrique du Sud, parce que je ne suis pas sud-africaine, je ne travaille pas sur les liens internationaux entre la France et l'Afrique du Sud,
et ce n'est pas de mon ressort de faire de l'ingérence dans leurs décisions. Mais si vous voulez, on peut essayer de creuser pour avoir quelques infos supplémentaires sur l'état du débat public sur cette pratique dans le pays. Il y en a forcément, sinon nous n'aurions pas des sondages locaux qui portent précisément sur cette question et qui sont répétés au fil des années et qui démontrent un renforcement du nombre de personnes opposées, qui pensent que leur pays irait mieux sans ces trophées. Merci. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 34. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Et si je ne m'abuse, il fait tomber tous les autres amendements, ce qui nous permet d'arriver à l'article additionnel après l'article unique, le CD 36, présenté par Madame la rapporteure. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait un fort enjeu sur la promotion à travers la publicité pour ces trophées de chasse, mais également le système des influenceurs sur Internet. La rédaction actuelle, on a voulu l'améliorer et la faire ressortir pour que tout le monde soit conscient qu'il y a aussi un volet nécessaire de prévention par l'image qui est donnée. Je pense que cette version n'est pas tout à fait aboutie, même avec les sous-amendements, et qu'elle a vocation à être encore améliorée. Néanmoins, on propose un système de sanctions qui soit très inférieur aux sanctions qui existent dans le cadre de l'infraction au Code de l'environnement. C'est une piste de travail. Je crois, en m'appuyant sur les études qui ont été menées sur l'impact de la publicité, sur l'impact des influenceurs sur la population, et on a eu l'occasion de débattre de ces questions en hémicycle, je crois que c'est un volet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse parce qu'il y a un véritable impact. Alors, toutes les législations visant à punir en cas de non-respect de ce qui est autorisé dans le cadre de la publicité sont très peu appliquées dans la réalité, malheureusement. Mais si on veut qu'il y ait un minimum d'applicabilité pour les gens qui dépassent les bornes, si on veut qu'il y ait un message qui soit envoyé qui dit que pour la France, faire de la publicité sur l'extinction des espèces animales, faire la promotion de cette spéculation sur la disparition des espèces, ce n'est pas quelque chose de tolérable. Je pense que ce message-là est très important et c'est l'objet de cet article additionnel. Il existe déjà des sanctions. Nous visons à les préciser dans le cadre de la publicité. Merci, Madame la rapporteure. Le sous-amendement CD 37 présenté par Monsieur Cazeneuve. Oui, alors déjà parce qu'on a modifié l'article précédent, donc l'amendement est plus valable et on s'est engagé à rediscuter avec tout le monde d'ici la séance pour avoir une copie claire. Je vais le retirer parce qu'il n'a plus de raison d'être à ce stade. Madame la rapporteure. Alors je précise que par réciprocité, si dans la première partie on est sur les annexes A et B, les sanctions sur la publicité doivent reposer sur les mêmes annexes, à savoir A et B, raison pour laquelle il faudra de toute façon retravailler cette partie. Mais si nous voulons pouvoir la retravailler sereinement, il est mieux qu'elle figure déjà dans le texte qui parviendra en hémicycle pour que chacune ait ces éléments en tête et puisse les travailler avec nous au mieux. Très bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 36 qui est pour. Alors on va compter, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Amendement adopté. Amendement CD 30 présenté par Monsieur Maquet. Non, il n'est pas là. Il est non défendu. Très bien, nous passons à l'amendement titre, l'amendement CD 18 présenté par Monsieur Bléry, peut-être. Oui, peut-être les deux en même temps, Monsieur le Président, si vous me le permettez. Je vous en prie. Possible.
ces amendements d'appel, finalement. C'était pour être en cohérence avec tout ce qu'on a défendu depuis tout à l'heure, en tout cas toute notre position, mais voilà, c'est sans conviction qu'on les maintient, mais voilà, ils sont là, et puis on votera pour, évidemment. Très bien. Donc ces deux amendements sont là, ils ont été présentés, et Madame la rapporteure. Ils ont été défendus avec beaucoup de conviction aussi, je le note. Ceci étant dit, bon, évidemment que j'ai mis un avis défavorable puisque ces amendements reposent sur vos positions, vos amendements qui ne rencontrent pas celles que j'ai défendues depuis le début de la matinée et qui ressortent de ce texte, même dans sa version modifiée. Donc, évidemment, je suis défavorable à vos deux amendements défendus avec tellement de conviction. Très bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 18. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. L'amendement CD 22. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Chers collègues, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Proposition de loi est adoptée, chers collègues. Nous nous retrouvons dans cette même salle à 15h, conformément à la convocation rectificative reçue. Monsieur Thiebaud, s'il vous plaît. Non, mais oui, vous pouvez rester assis. Non, mais non, vous pouvez pas. Non, mais conformément à la convocation rectificative reçue, nous nous retrouvons à 15h pour le vote sur la désignation du co-rapporteur sur la mission biodiversité. Merci beaucoup. ANCT, pardon. ANCT.